Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 1er juillet et à la une de cette édition, c'est une révolution qui s'annonce dans le monde économique mahorais. L'entreprise BDM Vendémia vient d'être rachetée par le groupe Bernard Ayotte. Cela fait des mois que cette transaction défraie la chronique et que l'autorité de la concurrence s'est penchée. Elle a été mobilisée pour se pencher sur les conséquences d'une telle vente. L'affaire a finalement été conclue, mais elle soulève une vague de contestation. En effet, un rapport pointe du doigt les conséquences néfastes pour le 101e département. Du côté de la CPME, il est hors de question que cette transaction soit conclue. Au montage, Leslie Vumenet. Après des mois de transactions, le groupe Bernard Ayotte vient de mettre la main sur Vendémia. La vente étant encore soumise à la validation de l'autorité de la concurrence, la décision favorable a été publiée vendredi dernier. Néanmoins, l'autorité a considéré qu'il ne fallait pas étudier le cas de Mayotte. Une grossière erreur pour Christophe Girardier, à la tête d'un bureau d'études indépendant qui s'est penché de près sur cette transaction qui va bouleverser l'économie locale. On ne joue plus sur les mêmes domaines puisque le groupe Sodifram à Mayotte, c'est à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe Ayotte, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, dont 2 milliards dans l'océan Indien. 1,3 milliard avant l'opération à La Réunion, 1,7 milliard maintenant après l'opération. Donc, la problématique, d'une part, c'est qu'on remplace un acteur existant par un autre. Donc, il n'y a pas d'augmentation dans l'environnement concurrentiel. Mais la problématique, c'est que cet acteur, il n'est pas simplement distributeur comme l'est le groupe Sodifram. Et donc, le simple fait de prendre le contrôle, le groupe Ayotte va détenir une position dominante de 45,5% du marché. Donc, devant Sodifram, et l'ensemble BDM plus Sodifram va peser 84% du marché. C'est vous dire que tous les autres, et en particulier les petites Douka dont on va parler, j'imagine, et même Somaco et même Sodifram vont se retrouver en situation d'avoir un acteur qui va, sur bien des domaines, être le propre fournisseur de ses concurrents. L'étude d'impact sur cette arrivée du groupe Ayotte est très alarmiste. Aujourd'hui, 2500 Douka déclarés sont recensés sur le territoire. Ces derniers achètent leurs produits en grande partie à Sodifram et BDM. Selon Christophe Girardier, l'arrivée d'un Douka B entraîne à Mayotte la fermeture ou la fragilisation de 10 à 15 Douka de proximité. Le groupe Bernard Ayotte prévoirait d'ouvrir 7 nouveaux magasins sur l'île. Cela risque de représenter une perte d'environ 40% de part de marché pour l'ensemble des Douka. 1000 Douka seraient ainsi menacés, ce qui pousse le syndicat CPME à se soulever contre ce rachat. Encore une fois, l'autorité de la concurrence n'a pas respecté la loi. On appelle ça la loi, la Constitution française. Je renvoie ça aux gens qui nous le rappellent tous les jours, qui rappellent aux Mahorais qu'il ne faut pas se faire justice soi-même, qu'il y a des règles dans la République. L'autorité de la concurrence n'a pas respecté les règles. Donc cette décision, on va la combattre. Cette décision, on ne l'acceptera jamais. Et on va se battre. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Nous, on n'a aucune garantie que les prix vont baisser. Et c'est ce qu'on demande. L'autorité de la concurrence doit faire ce travail. Et il faut qu'ils prennent des mesures qui vont nous garantir la baisse des prix. Le syndicat exige une deuxième vague d'études sur l'impact réel de cette transaction. Quant à la baisse des prix supposés, Christophe Girardier n'y croit pas. Certes, le groupe Ayotte a beau jeu de dire « Ah oui, on va faire baisser les prix », mais pour combien de temps Malheureusement, j'ai étudié d'autres territoires, notamment aux Antilles, à la Guadeloupe ou en Martinique, où on trouve une situation assez intéressante parce que dans ces deux départements, le groupe Ayotte possède une part de marché à peu près équivalente à celle qu'il détiendrait ici à Mayotte. Est-ce que les prix ont baissé? Hélas, non. Ils ont même augmenté. On va dire une position dominante dans toute ma carrière, et tous les économistes vous le diront, n'amène jamais à quelque chose de favorable aux consommateurs. Donc c'est ça ce qu'il faut dire. Oui, un nouvel acteur, en l'occurrence un qui remplace un autre, mais avec une concurrence, on va dire, équilibrée, loyale. Le Conseil d'État a d'ores et déjà été saisi. Il peut se pencher sur cette transaction et censurer cette opération qui, selon certains, bouleversera l'économie locale pour des décennies. Pour le meilleur ou pour le pire, telle est la question.
Et l'INSEE à Mayotte a présenté cet après-midi les résultats de son enquête sur le budget des familles à Mayotte. Une enquête qui permet de mettre à jour les chiffres de 2014, dont le fameux 84% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, alimentant les débats, rapports et les études au sujet de notre île depuis de nombreuses années. Il en ressort que le niveau de vie médian de plancher des 10% les plus aisés a augmenté de 50%. En revanche, le niveau de vie médian des habitants baisse par rapport à 2011. Le point signé Paul-Arthur Avit. 77%, c'est le nouveau chiffre actualisé par l'INSEE sur le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté sur l'île aux parfums. Un chiffre qui se base sur le seuil de pauvreté national qui se situe à 1010 € gagnés par mois. Une baisse par rapport au dernier chiffre de 84% d'il y a 6 ans, mais qui reste toujours très élevé par rapport au reste de la France. On est quand même très au-dessus des autres territoires. En métropole, il est de 14% et il est un peu au-dessus de 50% en Guyane. Donc on voit bien que la question de la pauvreté à Mayotte, c'est une question centrale et cruciale. Et le chiffre de 77%, c'est un chiffre qui va faire date pendant des années. Donc il est vraiment très important. Et quand on regarde dans le détail, il y a un chiffre encore plus impressionnant, c'est qu'on a un peu plus de 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté locale. C'est-à-dire que même si on se restreint à Mayotte, ils sont pauvres. Ils sont sur un revenu qui est inférieur à 160 € par mois par unité de consommation. Donc ce qu'on pourrait qualifier d'extrême pauvreté, élément qui est marginal en métropole et qui représente moins de 6% de la population en Guyane. Un écart par rapport aux autres départements qui met en avant la singularité du territoire mahorais. Un autre écart s'est creusé entre-temps, celui entre la population aisée et la population pauvre de l'île. La population la plus aisée a connu une croissance de sa richesse. Alors, essentiellement liée avec l'augmentation du SMIC d'une part et la surrémunération des fonctionnaires aussi qui a contribué fortement à l'augmentation de ses revenus. Et dans le même temps, la population pauvre, elle s'est même appauvrie au cours de ces dernières années. Elle a un niveau de vie inférieur à ce qu'elle connaissait en 2011, qui a une situation assez inquiétante, et on la lie assez fort avec les flux migratoires. En effet, l'île a connu une grande migration venant en partie de l'archipel des Comores, tandis qu'une partie des natifs du territoire sont partis s'installer à La Réunion ou en métropole. Une étude qui démontre le fossé creusé depuis de nombreuses années entre notre département et les autres. Et tout autre sujet maintenant, la Société immobilière de Mayotte a également été touchée par la crise sanitaire. Des retards de paiement des loyers ont été enregistrés, ce qui n'est pas sans poser problème sur les comptes de la société. Par ailleurs, un certain nombre de logements sont actuellement vacants. Autre problématique, les chantiers qui pour la plupart ont dû s'arrêter le 17 mars dernier. Aujourd'hui, ils reprennent progressivement, tandis qu'un grand plan d'investissement vient d'être annoncé à l'échelle nationale. Écoutons plutôt le directeur de la CIM lors de la matinale de Coésie. En fait, l'impact est fonction aussi de l'état d'avancement du chantier. Les chantiers qui sont à quelques mois de la livraison, l'impact n'est pas la même que... Voilà, exactement. Donc tout ça se mesure au cas par cas. Mais je dirais, malgré cette crise, vous avez dû le voir dans la presse il y a quelques jours, notre groupe CDC Habitat a décidé de lancer un plan de relance dans le cadre d'appel à projet VEFA pour relancer un peu le BTP. Et Mayotte participe également à ce plan de relance. Là, à ce jour, on a recueilli presque une quinzaine de propositions d'opérations. La VEFA, en fait, on s'adresse à des promoteurs pour nous proposer des opérations en clé en main. Et là, on a identifié une quinzaine d'opérations pour un total de l'ordre de 1200 logements, dont 600, on vient de le faire valider la semaine dernière par nos instances. Ça veut dire que ça va être un effort supplémentaire pour relancer le BTP. Et on y participe pleinement. Il faut savoir que nous, dans notre programmation normale, on prévoit à peu près une centaine de millions d'euros d'investissement annuel. Là, on va passer à un autre cap avec ce plan de relance. On va terminer l'année 2020, je pense, aux alentours de 120 millions d'euros d'investissement. Et ça va être beaucoup plus en 2021 et probablement en 2022. Et place maintenant au reste de l'actualité locale. Le CNRS et le Centre universitaire de Mayotte viennent d'acter la création d'un site d'études en écologie globale sur l'archipel mahorais. Grâce à lui, les scientifiques auront une vision globale du socio-écosystème singulier de l'île.
Objectif, étudier toutes ses composantes, évaluer sa richesse, son fonctionnement et sa résilience face aux changements rapides du territoire, avec notamment l'apparition récente d'un volcan sous-marin, face aux risques météo-marins et sanitaires importants dans ce milieu insulaire. Durant au moins 4 ans, les chercheurs et chercheuses pourront s'appuyer sur cette richesse biologique, géologique et humaine pour mieux comprendre quelles sont les réponses des socio-écosystèmes insulaires et côtiers face aux pressions anthropiques, quels sont les scénarios d'évolution et les capacités d'adaptation de ces milieux à haut risque. Des travaux en modélisation mathématique permettront également d'étudier la dynamique de transmission des maladies épidémiques sur le territoire. Le rectorat, en lien avec les mairies, les associations et les différents services de l'État, proposera des activités éducatives, sportives, de loisirs et culturelles durant ces vacances. L'objectif est de coller à l'idée de nation apprenante portée par le gouvernement. Avec cette opération, l'État entend recréer du lien entre les jeunes et le monde culturel, associatif, sportif, sans oublier l'éducation. Plusieurs dispositifs sont proposés nationalement et seront appliqués à Mayotte. Les établissements scolaires de l'île proposeront des stages de réussite, le dispositif École ouverte, Été du Pro et des accueils de loisirs apprenants. La démarche s'inscrit dans les quartiers d'été 2020 dont la stratégie globale est pilotée par le préfet. Le dispositif sera déployé prochainement et durant les vacances sur les quartiers dits quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il comprend aussi les colos apprenantes ou encore les écoles ouvertes buissonnières. Les mairies pourront bénéficier d'une aide exceptionnelle pour mettre en œuvre les actions dans les écoles. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er juillet 2020. Le supercarburant sans plomb coûte 1,38 € le litre, le gazole est à 1,14 €, le pétrole lampant à 70 centimes, le mélange détaxé à 86 centimes et le géomarine à 76 centimes le litre. La bouteille de gaz de 12 kg est de 21,50 €. Les évolutions des carburants sont donc en hausse de 5 centimes pour l'essence sans plomb, de 6 centimes pour le mélange détaxé, de 7 centimes pour le gazole et le géomarine et de 9 centimes pour le pétrole lampant. Les cotations sont en forte hausse en raison de perspectives de reprise économique au niveau mondial et à la baisse de la production de pétrole entreprise par certains pays. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg reste inchangé et se vend à 21,50 € l'unité. Ces prix sont applicables depuis ce mercredi 1er juillet 2020 à minuit. On revient tout de suite en plateau pour le dernier sujet. Et avec ce chiffre qui vient d'être révélé au niveau national, au plus fort de la crise sanitaire, plus de 8 millions de Français ont bénéficié du chômage partiel. Mais les abus se comptent par milliers. Depuis plus d'un mois, le gouvernement passe donc au peigne fin entreprise par entreprise. 3000 sociétés ont déjà été examinées et ces contrôles ont débouché sur des suspicions de fraude concernant une entreprise sur 4. En cas de fraude avérée, l'entreprise devra au minimum rembourser toutes les sommes versées. Elle encourt aussi une interdiction d'aide publique pendant 5 ans. Au montage, Leslie Jumenet. Des témoignages comme celui d'Aurélie se sont multipliés pendant la crise. Nous l'avions rencontrée il y a un mois. Dès le début du confinement, son employeur la déclare en chômage partiel, tout en continuant à lui donner du travail. Vous travaillez 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, parfois vous êtes dérangé pendant le repas. Des abus du dispositif qui se comptent par milliers. Le gouvernement les passe au peigne fin depuis plus d'un mois. Déjà 3000 sociétés examinées. Résultat, une entreprise sur 4 est fortement suspectée de fraude. Comment sont faits les contrôles? Bien, voilà, ça c'est le dossier dont on avait parlé. Je te le laisse. D'abord en ciblant certains secteurs comme le BTP ou le commerce, qui ont beaucoup fait appel au chômage partiel, mais aussi sur la base de témoignages. Ça peut aussi être des signalements qui nous sont adressés par des salariés, des représentants du personnel ou des organisations patronales, syndicales, qui nous signalent des cas. Pour être sûr de respecter la règle et ne pas se perdre dans le calcul des heures de chômage partiel pour ses 50 salariés, Jean-Baptiste Bonnour s'est organisé. Le matin, les employés travaillent. L'après-midi, ils stoppent l'activité. Et l'encadrement a des consignes très claires. On a fait preuve de pédagogie, de communication, de transparence et d'information pour que vraiment les managers n'appellent pas ou ne prévoient pas de réunion sur le temps non travaillé. En cas de fraude avérée, l'entreprise devra au minimum rembourser toutes les sommes versées. Elle encourt aussi une interdiction d'aide publique pendant 5 ans. C'est ainsi que s'achève cette édition. Désolé pour les petits problèmes techniques. Rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale
excellente soirée sur Causier.